Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Aux États-Unis, au procès de Trump en Géorgie pour tentative d'inverser les résultats de la dernière élection présidentielle, le juge a finalement maintenu en poste la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, mais ça, on le savait déjà. On l'avait entendu, ici même à Cube, dans un autre épisode avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Les nouvelles avant les nouvelles. Voilà. On savait ce que le juge allait dire. Alors, est-ce que j'avais des informateurs, avais-je eu accès à son jugement, qu'il dit d'ailleurs avoir écrit quelques jours avant de le présenter, de le lire. Donc, pas de surprise. J'étais certainement pas le seul à avoir anticipé. Il y avait des signaux qui nous donnaient à penser qu'il serait un peu Salomon, puis qui couperait en deux la poire dans ce cas-ci. Puis je ne parle pas de Mme Willis, évidemment. Quand je parle de poire, je parle du contentieux qui opposait, évidemment, les procureurs qui font face à plusieurs accusés, dont M. Trump, parce qu'on accusait du côté de la défense la procureure et celui qui mène les affaires en cours d'être en conflit d'intérêts. D'abord parce qu'ils avaient une relation qui n'avait jamais été rendue publique, mais aussi qu'elle avait profité de ce qu'elle le payait pour se donner d'une certaine façon des rétro-commissions à même l'argent versé par l'État à Nathan Wade, qui, je le rappelle encore une fois, est aux manettes, lui, en cours contre les accusés et M. Trump. Donc, le juge avait à trancher là-dessus. Ça a duré 3 semaines, les audiences, où finalement, les accusés sont devenus les accusateurs et la procureure du comté de Fulton s'est retrouvée, elle, dans le fauteuil des accusés. Alors, donc, je le disais, jugement à la Solomon, le juge McAfee, tout jeune, 34, 35 ans, 1 an sur le banc, dit il y a effectivement plein de choses qui clochent dans cette affaire, mais les preuves complètes et totales qui permettent de lever la notion du doute raisonnable ne sont pas suffisantes dans un premier temps pour dire qu'il y a conflit d'intérêts, parce que s'il y avait eu la démonstration de conflit d'intérêts, c'était la fin du procès. Alors il dit oui, plusieurs affaires sont embêtantes, plusieurs affaires donnent à penser que, mais est-ce que c'est hors de tout doute raisonnable? Non. Il parle des manques de jugement graves de Fani Willis, qui est la procureure, qui depuis 24 mois travaille à instruire l'affaire contre Trump et les autres co-accusés. Elle a d'ailleurs dû, dans une autre affaire il y a 1 an, se récuser, justement en raison d'apparences qui n'étaient pas flatteuses du point de vue du bureau du procureur. Évidemment, les gens qui défendent M. Trump et les autres co-accusés espéraient qu'on retrouve un scénario semblable. Alors, ce n'est pas le cas, mais il a quand même dit il faudra choisir entre Mme Willis ou celui qu'elle a nommé pour mener la bataille au tribunal. Ça s'est réglé rapidement vendredi. Nathan Wade, son ancien amant, a décidé de démissionner. Il est hors de question, évidemment, que la procureure démissionne. Ça aurait signifié qu'on repart à zéro. Et dans tout ça, une question importante sur laquelle n'a pas tranché non plus le juge. Est-ce que les deux, Fani Willis et Nathan Wade, ont menti sous serment sur leur relation parce qu'ils prétendent les deux que leur relation n'a pas commencé avant que M. Wade ne soit nommé. C'est important, parce que l'on pourrait présumer que parce qu'ils étaient en relation, la procureure Willis a choisi de nommer son amant, puis peut-être, et là, c'est là qu'on arrive au concept du conflit d'intérêts, lui dire, écoute, tu me billes des heures, puis en retour, tu me payes des vacances. Alors, sur cette question-là, du mensonge sous serment, même chose, le juge dit la démonstration hors de tout doute raisonnable n'est pas faite, mais ça sent très, très mauvais. Personnellement, si on retourne à ce qui s'est passé, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'équivoques, surtout quand on a les tours de transmission des cellulaires qui font la démonstration, par exemple, que le téléphone de M. Wade pignait à moins de 100 mètres de la résidence de Mme Willis avant le début de toute cette affaire. Donc, il était probablement en relation entre minuit et 4 heures du matin. Puis entre toi et moi, c'est rare qu'on joue au Scrabble entre minuit et... Ça arrive, ça s'est déjà vu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Fois... Des longues parties. Alors, ça devait être le mot qu'ils avaient sous le bout de la langue, mais qu'ils ne savaient pas trouver. Conflit d'intérêts, non. Enfin, donc... la démonstration n'a pas été faite et le juge a choisi. C'est un jugement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas spécialiste de ces enjeux, mais qui, effectivement, est à la Salomon. C'est un pas pire jugement.
Je crois par ailleurs qu'il a choisi vraiment de fermer les yeux sur le mensonge sous serment, ce qui pourrait faire en sorte que les deux perdent leur droit de pratique, parce qu'un avocat, et évidemment, Mme Willis est procureure et avocate, et à plus forte raison, quand tu es là pour rendre la justice ou faire respecter la justice, non pas la rendre, c'est ce que le procureur doit faire. Si tu mens sous serment, c'est très sérieux. Le juge McAfee a convenu, lui, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour le dire, mais ça regarde très, très mal parce qu'en plus, ce jugement-là peut être porté en appel. Puis s'il fallait que l'appel donne raison au juge, on peut porter en appel à la Cour suprême de la Georgie. Alors, pour faire simple, le procès en Georgie, il n'est pas prêt de commencer. Non. Et comme bien des procédures, ça va être long, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Puis là, bon, on va se rendre à l'élection de novembre, on verra bien. Parlant d'élection, Stéphane, il y avait, en fin de semaine, Trump qui faisait campagne, ça se passait en Ohio. Il voulait soutenir le candidat républicain pour un siège au Sénat. Puis là, dans son discours, il a dit essentiellement, si Biden est réélu ou si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang aux États-Unis. Il a réellement dit ça? Alors, sommes-nous en face d'un cas de mésinformation, désinformation? Chose certaine, ça a fait immédiatement mouche. C'est devenu la manchette virale d'abord des réseaux et ensuite des grands médias américains. Parce qu'il faut voir que depuis 2016, en général, quand on veut montrer un Pinocchio du nez, on parle de M. Trump, de ses mensonges, de ce qu'il a créé des vérités alternatives, c'était l'expression de Mme Conway qui travaillait avec lui. Donc, que la désinformation, c'est le petit fonds de commerce de Donald Trump. Tout le monde accepte ça, c'est convenu, c'est facile de le dire et tu ne te trompes pas, il n'y aura personne à table qui va jamais s'indigner si tu dis le désinformateur en chef, c'est Donald Trump. Alors, effectivement, intéressant dans ce cas-ci, parce qu'on dit, et c'est très inquiétant, si je perds l'élection et que M. Biden l'emporte, il y aura bain de sang aux États-Unis. Et on attribue cette phrase choc à Donald Trump. Alors, quand on retourne dans le contexte, on se rend compte qu'effectivement, parler de bain de sang, de bloodbath, la phrase n'est pas particulièrement claire, mais ce qui est à peu près clair, sinon certainement clair, c'est qu'il parle de l'industrie automobile et de ce qu'en l'absence de contraintes fortes, donc de ce qu'on pourrait imposer des tarifs douaniers sur l'importation de véhicules chinois, qui sont des producteurs de plus en plus agressifs. C'était un secteur d'activité où les Américains et les Allemands régnaient pas mal en roi et maître sur tous les marchés du monde, y compris en Chine, où avoir une auto allemande ou américaine est quand même un signe de réussite. Il disait, ça va être un bain de sang pour l'industrie. Alors, les manchettes se sont un peu amendées. C'était plus la manchette, évidemment, sanguinaire. Oui, mais je lisais encore ce matin dans le New York Times, dans le Washington Post, parce qu'on est entêté, on garde la ligne en expliquant que oui, mais c'était pas clair. Mais on est passé de le pays à feu et à sang à, dans le cadre de déclarations en fin de semaine, le président ou l'ex-président Trump référait à ce concept du bain de sang, en disant oui, peut-être dans le secteur précis de l'industrie automobile. Alors, il y a une certaine mauvaise foi, puis ça m'anime parce que la question de la liberté d'expression qui serait menacée par la désinformation ou la mésinformation est au cœur d'une cause qui va occuper la Cour suprême aux États-Unis et qui pourrait gainer, c'est le bon mot, à terme, le premier amendement. Je ne sais pas ce qu'est ta vision du premier amendement. Alors, moi, ça me met souvent en porte-à-faux avec mes amis québécois. Je suis assez sensible à cette idée de ce qu'est la liberté d'expression, c'est-à-dire que dans une démocratie solide, on devrait avoir le droit d'à peu près dire n'importe quoi. Je dis bien à peu près n'importe quoi. C'est ça la liberté d'expression. Le pendant de ça, évidemment, c'est qu'on se batte pour contrer c'est n'importe quoi quand ils sont dits et qu'il y a des choses qui sont catégoriquement interdites, l'incitation à la violence, qui sont encadrées par la loi, l'incitation à la haine, mais dans les faits, aux États-Unis, dire des mensonges, c'est permis. C'est permis parce que c'est ça la liberté d'expression. Alors, est-ce qu'on doit les croire? Non. Puis on dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut dire des mensonges à répétition avec efficacité et leur donner une apparence de vérité. Ça peut embrouiller les gens. Mais quand tu vas au bout de cette réflexion, c'est toujours la même.
qui devient l'arbitre de ce qu'est la bonne vérité. Alors, on est en Cour suprême parce qu'il y a deux procureurs. Alors, ça a l'air loin de chez nous, mais c'est pas loin de chez nous parce qu'on parlera dans quelques instants du projet de loi C-63 sur la haine en ligne et qui porte beaucoup, dans ce qui nous est présenté, sur la lutte à la pédophilie. Puis tout le monde va dire présent. Mais après ça, il faut voir toutes les autres clauses qui sont contenues dans ce projet de loi et qui, d'une certaine façon, sinon d'une façon certaine, vont avoir un impact sur notre liberté d'expression au pays, avec des risques très sérieux, y compris la prison à vie pour ceux qui seraient trouvés coupables d'incitation au génocide. On y reviendra. Alors, aux États-Unis, il y a deux procureurs généraux dans deux États, en Louisiane et au Missouri, qui, il y a quelques années, ont attaqué l'administration Biden et plusieurs administrations fédérales pour collusion et tentative d'influence avec les grandes plateformes de réseaux sociaux. En fait, ce qu'on dit, c'est que le FBI, la police fédérale et plusieurs grandes agences sont intervenus auprès de Twitter, auprès de Facebook, pour leur dire, attention, faites gaffe, ce site-là, il est pourri, ce genre d'affirmation, il ne faut pas tolérer ça. C'était dans le contexte, évidemment, pandémique, mais aussi dans le contexte de la menace à la désinformation russe. Et on s'entend, de la désinformation russe, ça existe. Ils sont redoutables, ils sont efficaces, ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas appris ça la semaine dernière, mais c'est la prérogative de la plupart des grandes puissances. Les Américains font de la désinformation, les Chinois font de la désinformation. C'est le nouveau champ de bataille. Puis évidemment, c'est un épouvantail aussi qui permet de dire, attention, attention, là, il faut contrôler la parole parce que les Russes vont encore une fois faire capoter notre système électoral comme on l'a beaucoup entendu en 2016. Parce que pour certains, il n'y aurait jamais eu d'élection de M. Trump ou de succès de M. Trump n'eût été de ce que le Kremlin tirait les ficelles. Donc, tu as deux procureurs généraux, on s'entend, républicains, ce ne sont pas des amis politiques de M. Biden, qui sont allés en cours pour faire la démonstration. Puis ça s'inscrit un peu dans la foulée de ce qu'on a appelé les Twitter Files. J'imagine que ça t'a intéressé, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est-à-dire ces rapports très incestueux entre la direction et les censeurs chez Twitter, avant M. Musk, et la police fédérale, les services de renseignement. Donc, est-ce que les plateformes de réseau sont d'une certaine manière au service des agences de renseignement ou elles sont simplement mises en garde? On sait en tout cas qu'il y a des choses qui relèvent, je dirais, de l'obstruction au cours de l'information. Par exemple, le FBI avait prévenu Meta pendant la campagne de 2020 que l'affaire de Hunter Biden, l'ordinateur de Hunter Biden, c'était un code d'intoxication russe, alors qu'ils avaient en leur possession son ordinateur portable. Je répète, ils avaient l'ordinateur, avaient certainement déjà fait ce qu'il faut comme exercice d'analyse pour savoir ce qui s'y trouvait et prévenaient Meta que tout article ou toute forme de discussion sur la question de l'ordinateur de Hunter Biden, c'était de la désinformation orchestrée par Moscou. C'est un mensonge flagrant. Alors donc, deux procureurs, des ministres de la Justice. C'est comme si le ministre de la Justice du Québec et du Manitoba, ensemble, décidaient de poursuivre le gouvernement fédéral, la GRC et ses agences en raison de liens, de collusion entre les dites agences et des plateformes de réseaux sociaux. Il se trouve que des réseaux sociaux canadiens, il n'y en a pas beaucoup, fait que ça ne peut pas faire mal. Ça se passe plutôt aux États-Unis. Mais c'est la démonstration qu'ils font. Puis il y a un juge en Louisiane qui dit, savez-vous, ça tient debout votre affaire. Il y a une injonction. À partir de maintenant, jusqu'à ce que sur le fond, on aille au bout de l'affaire, tout lien entre les réseaux sociaux, les grands patrons et les censeurs dans les réseaux sociaux, parce qu'il y en a, et c'est normal, qui travaillent tous les jours à examiner les affaires. Tout, effectivement, n'est pas bon, y compris et beaucoup en raison de ce que ça peut servir à des réseaux pédophiles et tout ça. Donc, il y a des gens qui travaillent. Mais il dit non. Là, le FBI ne peut plus lever le téléphone. Le ministre de la Justice ne peut plus lever le téléphone puis d'appeler les gens de X ou d'autres plateformes pour dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ça a été en partie confirmé par une cour d'appel. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en Cour suprême à discuter de ce que, oui ou non, puis là, la preuve va se faire aussi. Il va y avoir une démonstration. On va lire et voir ce qui est présenté. On l'a vu au Missouri. Et c'est assez fascinant de voir, de constater la puissance de la relation intime au nom du bien
entre les grandes agences fédérales américaines et les réseaux. Et incidemment, TikTok, contre ou lequel réseau, laquelle plateforme, on a beaucoup mis en garde les citoyens, et où républicains et démocrates, à l'unanimité quasi la semaine dernière, ont voté pour forcer la vente à des intérêts américains de TikTok, parce qu'on dit que c'est les Chinois qui sont derrière ça, et c'est pas faux. TikTok, incidemment, est la seule grande plateforme qui n'est pas américaine. Je n'ai pas encore vu d'Américains, de politiciens américains dire attention aux manipulations dont nous pourrions être victimes en raison de ce que sur Facebook, Instagram ou autre chose, comme si la propagande de la manipulation n'était qu'une affaire chinoise. J'en doute pas. Puis c'est vrai, peut-être, je ne suis pas compétencé pour le dire, que ça permet derrière au Parti communiste chinois de mettre la main sur des métadonnées. Tout ça est possible, mais ces métadonnées, on les donne avec enthousiasme à Meta, à X et à d'autres plateformes, et on peut être certain qu'elles sont utilisées, pas toujours à bon escient du point de vue démocratique. Tu y faisais référence tantôt avec C63 pour justement mieux encadrer les méfaits en ligne. Ça passe beaucoup sous le radar actuellement. Mais de quelle façon Content on que tu le peut soulignes. encadrer... Non, mais de quelle façon on peut encadrer ce qui se passe? On parle beaucoup du Far West sur les réseaux sociaux. En même temps, les gens, oui, ont le droit de s'exprimer, mais tu sais, quand on tombe dans les menaces, incitations à la haine, il faut quand même qu'il y ait certaines balises. De quelle façon l'équilibre sera maintenu? Je ne sais pas. J'ai réfléchi à ces Pas choses-là, simple. mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Ce que je sais avec certitude, c'est les risques à partir du moment où on décide d'exercer ce jugement, y compris en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi C63, si elle était adoptée, on pourrait saisir un juge avant même que quelqu'un livre sur les réseaux sociaux une opinion, au nom de ce que cette opinion à venir pourrait menacer des gens ou des groupes. Alors, la réponse simple à ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas. La réponse certaine est aussi simple à ce que tu as aussi dit, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ça passe sous les écrans radars. Pour moi, c'est un crime de lèse-citoyenneté. Comment se fait-il, on a du temps à consacrer à toutes sortes de choses, comment se fait-il qu'une affaire aussi potentiellement sérieuse et grave, puis je le dis pour le meilleur et pour le pire, grave au sens où ça pourra peut-être aider à solutionner des problèmes graves de pédophilie, de réseaux de pédophilie, tout ça, parfait. Mais c'est le cache-sexe en même temps, pardonne le choix des mots, à un projet de loi qui fait aussi beaucoup de choses. Je vais dans le texte, alors, sera qualifié de discours haineux, ou ça sera sur la foi de fondement d'un motif de distinction illicite qui exprime de la détestation à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. Alors, je te pose la question, si quelqu'un décide d'écrire dans une chronique que François Legault est un maudit cave pour avoir fait ça, c'est pas élégant, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas comme ça que j'ai envie de... Mais ça existe. Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de l'incitation à la violence? En Allemagne, puis je fais attention parce que c'est une histoire que j'ai lue la semaine dernière, mais je sais qu'elle est fondée. Alors, est-ce que c'est le ministre de l'Agriculture qui était montré du doigt? C'est un agriculteur absolument excédé qui met sur son terrain, chez lui, une énorme banderole où il rit du ministre de l'Agriculture parce qu'il dit, pour lui, 2 et 2 font 5, quelque chose comme ça, faut-tu être niaiseux, whatever, il ne sait pas compter. Bien, la police est débarquée, d'abord pour faire enlever la banderole, ensuite, je pense, perquisitionner, puis je fais attention, là, j'aimerais être capable de dire ça avec certitude, mais je pense qu'on a l'histoire à 80%, a perquisitionné parce que ses propos étaient une forme d'incitation à la violence. C'était de s'attaquer à l'intégrité du ministre et peut-être d'ouvrir la porte à ce qu'on le déteste et qu'on veuille s'en prendre à lui, par extension. C'est fou. C'est donc dire qu'on va vivre dans un monde totalement aseptisé où il ne sera pas possible de critiquer de façon colorée. Alors, on s'entend, je fais partie de ceux qui pensent que les injures, c'est non seulement inutile, c'est contre-productif. Et que le mieux que tu puisses faire, y compris avec tes adversaires politiques les plus redoutables, c'est de les dénoncer de façon organisée, froide, et de les montrer pour ce qu'ils sont, puis si tu es capable de les mettre à poil. Ça, c'est une chose qui est, je dirais, qui est efficace en général, mais qui demande un peu d'effort. L'incitation à la violence, jamais une bonne idée. Mais est-ce que de traiter quelqu'un d'épais, ça devient de l'incitation à la violence? Et si c'est le cas, qui va décider? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Oui, ça qui sera juge de sur ça? plein de choses.
Et ça Voilà. nous amène, encore une fois, dans le cas de la loi C-63, oui, à l'incitation au génocide, des propos qui seraient génocidaires. Alors, dans le contexte actuel, tu as des Palestiniens qui disent que les intentions israéliennes sont génocidaires, non seulement des Palestiniens, tu as l'Afrique du Sud qui est allée à la Cour internationale de justice pour dire qu'il y avait des risques de dérive génocidaire. Est-ce que, dans ce contexte-là, rapporter les faits de l'Afrique du Sud, qui est allé donc plaider sa cause devant la Cour internationale de justice, fait de toi quelqu'un qui a des propos génocidaires? Et inversement, est-ce que de dire des Palestiniens qu'ils ce sont des génocidaires, que c'est un génocide qu'ils ont engendré le 7 octobre dernier, et est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est complice de quelque chose? Et les conséquences sont graves, parce que dans la loi canadienne qui n'est pas encore adoptée, je crois comprendre que ça pourrait être l'emprisonnement à vie pour quelqu'un qui serait coupable d'avoir joué dans ce très mauvais film-là. Mais comment allons-nous déterminer ça? Alors, parce que dans les faits, il y a des lois chez nous, hein. Il y a des lois qui sont très claires sur ce qu'on peut dire et ne peut pas dire, sur les questions de l'incitation à la violence, par exemple, sur la diffamation. En quoi cette réglementation va être plus opérante? Ma seule certitude, je le répète, c'est qu'elle va être extrêmement castrante du point de vue de la liberté d'expression parce qu'on va concéder des tiers parties le soin d'analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Prochaine pandémie, qu'est-ce qu'on pourra dire si le gouvernement nous dit, écoutez, il faut s'enfermer pour 2 ans à la maison, barrer les portes, puis c'est interdit de sortir. Je comprends que c'est évidemment pas ce qui va arriver. Je fais une caricature. Mais si c'était la recommandation, est-ce qu'un scientifique pourrait sortir et dire, écoutez, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas la bonne idée, ou ça deviendrait une forme de discours haineux à l'endroit du bon sens médical. J'en sais strictement rien, mais c'est dystopique, je ne pense pas qu'on soit là. Ce qui m'agace beaucoup, c'est notre absence d'intérêt pour ce débat. Et je suis certain qu'on ne fera pas des scores avec ma chronique de ce matin. Or, c'est pas parce que c'est moi qui le dis. J'imagine que tu as une opinion aussi là-dessus. C'est très, très, très sérieux et ça se fait dans le silence. Oui, mais gardons ces 63 sur le radar, puis effectivement, plus on en parle, plus, à un moment donné, ça devient aussi d'intérêt. Merci Stéphane. Salut. J'aimerais qu'en tout cas, d'autres journalistes soient préoccupés, comme nous le Oui, sommes peut-être, de ces enjeux, parce que ça va avoir un impact aussi sur notre pratique. c'est clair. Salut. Ciao.